Bonjour à tous, je suis Juliane Lagadec, je coordonne les relations publiques et la communication de la mission interministérielle pour l'apprentissage et les trajectoires professionnelles et on est très heureux aujourd'hui de lancer notre premier live LinkedIn et donc de vous proposer un temps d'échange autour d'un rapport qui nous a beaucoup fait réfléchir sur les métiers en 2030 coordonnés par la DARES et France Stratégie. Et pour lancer ce webinaire, je vais tout de suite passer la parole à Guillaume Houzel qui pilote la mission que je viens de vous citer. Merci. Merci Juliane, j'espère que vous m'entendez bien. C'est effectivement notre première conférence en ligne largement ouverte comme ceci. Elle est dans notre jargon interne au sein de la petite équipe de la mission interministérielle pour l'apprentissage et les trajectoires professionnelles. On appelait ça des prises de hauteur parce que depuis le départ de nos travaux, pour bien agir, on avait besoin de réfléchir et de se documenter correctement. Et dès le départ, il nous a semblé indispensable, ça n'a rien de très original, de s'appuyer sur la meilleure expertise, sur la recherche, notamment académique, pour à la fois comprendre les phénomènes sociaux et économiques et, le cas échéant, mesurer l'impact de différentes politiques publiques conduites par la mission ou par les différentes administrations de l'État. Mais à ce stade de la maturation des travaux et avec le succès de la page LinkedIn que nous avons ouverte pour mieux partager avec vous, nous nous sommes dit que la démarche associative que nous conduisions depuis le départ de la mission pour élaborer les services numériques de la mission à hauteur d'utilisateurs et en associant toutes les parties prenantes, les CFA, les établissements formateurs, les OPCO, les branches professionnelles et la variété d'institutions publiques concernées, eh bien, il était intéressant que ces prises de hauteur soient elles aussi plus associatives, plus ouvertes et vous bénéficient aussi. Et comme premier thème, nous avons choisi donc ce qui vous est proposé aujourd'hui sur les besoins en compétences de notre nation, dans un calendrier qui est de fait assez signifiant puisque un nouveau quinquennat est en train de commencer et qu'avec lui vont être lancées des nouvelles politiques publiques ou infléchies des politiques publiques en cours. Visiblement, dans les priorités du président de la République réélu, et c'est assez naturel vu l'ampleur des enjeux, le lien formation-emploi est vraiment un enjeu décisif. L'apprentissage y est pour quelque chose. Le taux de chômage des jeunes a sensiblement diminué ces derniers temps. Mais si on veut améliorer la situation au bénéfice aussi bien des jeunes pour les aider à se construire, à s'émanciper, à s'insérer professionnellement, que pour notre besoin collectif de développement durable, y compris économique, alors il s'agit de savoir bien comprendre, bien anticiper comment la donne va changer. Et le travail de France Stratégie et de la DARES conduite autour de l'enquête prospective des métiers et des qualifications est pour cela un instrument tout à fait précieux, dont les premières analyses sont déjà extrêmement éclairantes. Donc je remercie beaucoup Cécile Joly du département Travail, Emploi, Compétences de France Stratégie et Dorian Roucher, qui est sous-directeur chargé de l'emploi et du marché du travail à la DARES, d'être avec nous pour nous exposer les travaux qu'ils ont pu conduire. Mon dernier mot, c'est que nous sommes donc intéressés à entendre l'expertise, à la comprendre, à se l'approprier euh, à des fins tout à fait concrètes, du point de vue des acteurs au sein de l'État, et par exemple avec le secrétariat général pour l'investissement qui s'est fixé le même horizon que ces travaux, c'est-à-dire 2030, de quelle façon on va mieux agir à la montée en compétences pour un développement économique plus harmonieux, plus inclusif. C'est ça les politiques publiques qui sont en train d'être lancées aujourd'hui. Mais pour l'ensemble des participants attendus à cette conférence live sur ce que nous organisons aujourd'hui, notre sentiment est que les propos qui vont être tenus par Cécile Joly et Dorian Roucher vont vous aider non seulement à acquérir des repères plus construits
sur cette gestion prévisionnelle de l'emploi et de la compétence, mais pourquoi pas nourrir vos propres actions concrètes pour savoir comment mieux vous positionner et apporter votre concours à cette réalisation de l'intérêt général. Merci beaucoup, mais ce qui compte, c'est d'entendre nos orateurs. Je passe donc la parole à Cécile et à Dorian. Merci beaucoup Guillaume Houzel pour cette introduction. On va laisser maintenant nos deux invités du jour se présenter. Cécile et Dorian, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Peut-être plus que nous présenter nous-mêmes, dire d'où l'on parle, parce que tout le monde n'est peut-être pas conscient des endroits duquel vient cette prospective. Donc, je vais parler pour France Stratégie. France Stratégie, c'est un organe qui est placé auprès du Premier ministre, qui a 3 missions essentielles, celle d'anticiper, d'évaluer les politiques publiques et de proposer des réformes de politiques publiques. Et donc, moi, je me situe clairement du côté de l'anticipation. Dorian Rouchet, donc sous-directeur emploi et marché du travail à la DARES. Alors la DARES, c'est le service études et statistiques du ministère du Travail. Donc sa première fonction, une fonction de production de chiffres, de production statistique. Elle est membre du service statistique public, donc avec l'INSEE, avec l'ensemble des services statistiques ministériels. Et donc on produit un certain nombre de chiffres et des enquêtes sur les conditions de travail, sur les salaires, sur la formation, sur le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi, l'activité partielle, l'emploi intérimaire. Les indicateurs de tension, le nombre d'emplois vacants par exemple, et puis on a également une fonction d'appui, de conseil de politique publique, et puis une fonction d'analyse, et puis de prospective, exercice qu'on réalise du coup communément avec France Stratégie, ce qui permet d'allier nos deux services, et du coup de proposer à intervalles réguliers cet exercice de prospective des métiers qu'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc aujourd'hui, oui, on va parler plus spécifiquement de votre rapport sur les métiers en 2030 que vous avez produit conjointement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est né ce rapport, comment est-ce que vous avez mené cet exercice et quelle est la méthodologie que vous avez employée pour conduire et produire ce rapport ? Alors, comme le disait Dorian, Métier 2030, c'est un exercice récurrent qu'on fait à peu près tous les 5 à 7 ans et qu'on copilote avec la DARES. C'est un exercice d'abord quantifié, extrêmement cohérent, ce qu'on va essayer de vous montrer. C'est un exercice chiffré à un horizon de 10 ans pour essayer de déterminer les besoins de recrutement et cette fois-ci aussi les ressources en main-d'œuvre. C'est un exercice qui, pour autant, est largement concerté parce que c'est aussi une des fonctions de France Stratégie de faire de la concertation, puisque nous avons un comité d'orientation qui a présidé nos travaux et qui réunit les partenaires sociaux, les branches professionnelles et tous les acteurs de l'insertion et de la formation professionnelle. C'est à destination de beaucoup d'acteurs, c'est à destination évidemment des acteurs publics du service public de l'emploi pour accompagner les chômeurs, mais aussi des parents, des élèves et des étudiants pour s'orienter, des branches professionnelles et des instituts de formation, et on a des compétences qui sont multiples en matière de formation au niveau régional et au niveau national, donc pour essayer de dimensionner les outils de formation pour éviter qu'effectivement nous ayons des pénuries de main-d'œuvre à un moment donné, même si on le rappellera à plusieurs endroits, Dorian et moi, c'est pas un outil adéquationniste. Donc on a vraiment quelque chose qui est à destination d'un très large public et qui qu'on va enrichir d'ailleurs d'une data visualisation pour permettre à chacun de le consulter à la mesure de ses envies. Et puis c'est un exercice qui en est à son premier épisode, puisque on va un peu feuilletonner. On va régionaliser les projections que nous avons faites donc d'ici la fin de l'année. Et on va, sur la base de la cartographie des compétences qu'on a réalisée avec Pôle emploi, essayer aussi d'aller à une maille plus fine que les métiers et de regarder les compétences par métier, comment elles évoluent dans le temps. Alors, comment on fait cette prospective ? Comme je vous le disais, c'est une succession de quantifications qui sont rendues cohérentes entre elles,
La première de ces quantifications, c'est évidemment de déterminer les créations nettes d'emplois. Il faut appuyer sur le bouton qui donne un certain nombre de postes à pourvoir par métier. Mais c'est pas du tout le seul flux sur le marché du travail, puisque nous avons un flux beaucoup plus important que les créations nettes d'emplois, qui sont des nouveaux postes créés. Mais là, on va avoir des postes qui vont être remplacés parce que on va avoir des départs très conséquents en fin de carrière des seniors du fait de la génération du baby boom qui va quitter progressivement jusqu'en 2030 le marché du travail. Donc, la somme des créations nettes d'emplois et des départs en fin de carrière, ça fait les besoins de recrutement sur le marché du travail. Et pour pourvoir ces postes, on va avoir des jeunes sortants de formation initiale qui vont rejoindre le marché du travail 3 ans après leur sortie d'études, et on regarde dans quel métier ces jeunes vont s'orienter en fonction de ce qu'on a observé du passé. Et c'est pas les seuls mouvements non plus sur le marché du travail qui vont rentrer sur le marché du travail. On en a d'autres qu'on ne modélise pas, mais dont on tient compte qualitativement, en particulier les changements de métier, c'est-à-dire que vous avez des métiers qui ont des sorties de métiers plus importantes que des rentrées, donc on va avoir là aussi des remplacements de postes, et à l'inverse, vous avez des métiers où vous avez plus de mobilité entrante que de mobilité sortante, et là, vous allez avoir des actifs en emploi qui vont pourvoir les besoins de recrutement. Et puis, vous avez 3 autres flux qu'on comptabilise pas en termes de métiers. Vous avez les sorties du chômage, puisque dans notre projection, on a 450 000 chômeurs en moins quand même, ce qui n'est pas négligeable, mais on ne leur attribue pas un métier. Vous avez des personnes qui sortent de l'inactivité, et dans certains métiers comme les métiers d'aide à domicile ou de garde d'enfants, ça peut être important, puisqu'on a des femmes qui reprennent une activité après avoir élevé leurs enfants. Et puis vous avez la contribution du solde migratoire avec des expatriés qui rentrent sur les territoires ou des nouveaux immigrés qui peuvent également pourvoir ces postes. Alors à partir de là, la première étape, c'est effectivement d'identifier les créations nettes d'emplois par métier. Alors pour identifier ces créations d'emplois, on a un exercice de projection qui est complètement bouclé au niveau macroéconomique. France Stratégie et la DARES ne sont pas spécialistes de l'ensemble des métiers, de l'ensemble des branches. Donc bien que ce soit un exercice concerté, on a discuté avec les représentants des différentes branches professionnelles, avec des représentants de plusieurs métiers, mais pour autant on n'est pas spécialiste de chaque métier. Par contre, l'exercice qu'on propose est bouclé, c'est-à-dire qu'à la fin, la somme des créations par métier est cohérente avec un scénario macroéconomique qui est le plus probable. Le plus probable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hypothèses de population active sont celles que l'INSEE projette. Les hypothèses macroéconomiques correspondent au scénario central du Conseil d'orientation des retraites. Donc on a un chômage qui tomberait à 7% à l'horizon 2030 et on a une croissance en moyenne chaque année de 1,3% par an. On n'est pas innovant, encore une fois, on se situe dans le scénario le plus probable, mais tout ce que l'on donne est bouclé, c'est-à-dire est cohérent par rapport à ce scénario macroéconomique d'ensemble. Donc ce qu'on a fait pour construire l'exercice, c'est qu'on est parti d'une projection économique sur l'ensemble des secteurs, donc c'est ce qui va s'afficher sur la gauche, avec ces hypothèses de population active, de gain de productivité, et avec des mesures de politique économique telles qu'elles sont votées aujourd'hui. Donc, par exemple, on a le plan de relance, mais on n'a pas supposé des mesures nouvelles qui viendraient d'ici 2030. J'y reviendrai tout à l'heure parce qu'on a quand même fait une variante. On injecte ça dans un modèle qui permet d'avoir une modélisation sectorielle, donc qui tient compte du fait que, par exemple, si on mène des politiques favorables à l'industrie, il y a des effets induits dans certains services qui travaillent pour l'industrie. Donc, on a une modélisation qui tient compte de ça. Et à la fin, on a une projection d'emploi en 37 secteurs qui reste cohérent par rapport à nos hypothèses macroéconomiques. Et on utilise une matrice pour passer des secteurs aux métiers. Pourquoi c'est important? Parce que PMQ, c'est un exercice au niveau métier. C'est tout ce que vous voyez en règle générale qui est produit, y compris par la statistique publique, et en règle générale produit au niveau sectoriel. Mais voilà, la maille qui est pertinente pour l'analyse du marché du travail, c'est la maille métier, parce qu'un comptable qui travaille dans l'industrie, dans le commerce ou dans la santé, ça reste un comptable, et donc c'est bien des compétences de comptable qu'on cherche. Donc on utilise cette matrice pour dériver les besoins en métier en fonction de l'évolution de l'emploi dans chaque secteur.
secteur. Et donc cette méthode, elle permet d'assurer la cohérence complète de la projection par métier. Alors à partir de là, France Stratégie et ADARES sont pas quand même devins, donc on a un scénario qui est un scénario central, et pour construire ce scénario dit de référence, on s'est interrogé, enfin pour être complètement transparent, on avait un scénario qui était complètement prêt début 2020, et puis est arrivée la crise sanitaire, et donc on a retardé beaucoup de 2 ans finalement la projection, parce que on s'est dit que c'était compliqué de proposer une projection qui ne tienne pas compte, non pas des phénomènes ponctuels liés à l'arrêt de l'activité, mais peut-être les phénomènes structurels qui étaient appelés à durer, donc qui étaient toujours appelés à jouer d'ici 2030 sur le marché du travail. Et donc on a essayé de construire un scénario de référence qui tient compte d'un impact un peu permanent de certains effets du Covid. On a construit ces hypothèses à partir de ce que proposait le département du travail américain, qui avait fait cet exercice de simulation. Donc les 2 principaux effets qui persistent d'ici 2030, c'est le fait que dans un monde où il n'y aurait pas eu la crise sanitaire, il y aurait eu moins de télétravail, et donc là on a une marche sur le télétravail et donc ça a des effets sur moins de demandes de transport, sur un peu moins de demandes d'hôtellerie-restauration à des fins de voyage professionnel. Et puis on a une préférence pour la santé avec, dans tous les pays, on l'a vu, une demande plus importante de biens et de services de santé, qui donc influence évidemment la demande de compétences à l'horizon et de métiers à l'horizon 2030. Et sur la partie climatique, on s'est arrêté, comme je l'ai dit, uniquement aux mesures qui étaient existantes, donc y compris les mesures du plan de relance, mais pas l'ensemble des mesures qui permettraient d'atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, puisqu'il faudrait prendre plus de mesures encore pour atteindre tous les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Dans ce scénario de référence, pour autant, évidemment, on prolonge essentiellement les tendances passées. Donc on a des déformations qui sont toujours à l'œuvre dans ce scénario, qui sont quand même la déformation en faveur des diplômés du supérieur. On a en gros 1 million d'emplois en plus, mais 1,8 million d'emplois pour des diplômés et 800 000 emplois en moins de non-diplômés. On a une déformation qui se poursuit, bien qu'elle soit un peu moins forte, en faveur des métiers des métiers du tertiaire, avec une poursuite notamment des secteurs du service aux entreprises, et puis un très fort développement, on va dire, du care au sens large de la santé, des services à la personne, qui continue d'être très dynamique, et puis quelque chose qui est plutôt assez récent comme mouvement et qui s'amplifie, qui est la hausse des métiers liés à la logistique, qui est directement dérivée de l'essor du télétravail. Pour autant, on a essayé d'encadrer ce scénario autour de 2 variantes. Une variante où la crise sanitaire aurait des effets persistants beaucoup plus marqués que ce que l'on a supposé, parce que là, les effets restent assez modérés à travers le télétravail et la préférence pour la santé. Ce serait le scénario qui est le deuxième sur la slide. Ce serait un effet où finalement on aurait une crise sanitaire un peu persistante, où les gens continueraient à maintenir une forme de distanciation sociale, et donc on aurait des effets particulièrement négatifs dans tous les métiers qui dépendent de la proximité, donc les arrêts spectacles, et puis des effets encore plus marqués dans l'hébergement-restauration. Et puis un autre scénario sur la partie climat, où on a essayé de modéliser ce qui se passerait si on faisait tous les investissements qui sont nécessaires pour atteindre nos objectifs que l'on s'est fixés dans la stratégie nationale bas carbone, donc nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc sur un scénario qu'on a appelé bas carbone, où là essentiellement ça se traduit par un choc d'investissement, c'est-à-dire qu'on suppose que les acteurs privés et publics accroissent leur effort d'investissement, notamment dans la rénovation thermique des logements, mais pas que, il y a aussi des aspects côté transport et mobilité, et que cette forte hausse de l'investissement produit des effets favorables sur l'emploi, parce qu'on a des effets majoritairement keynésiens à court terme, c'est-à-dire le surcroît d'investissement, il fait un peu plus d'activité, il fait un peu plus d'emplois, et par contre c'est des emplois qui sont très marqués en termes de répartition sectorielle, puisque c'est beaucoup plus d'emplois notamment dans la construction, et donc le message qu'on envoie, c'est que si on veut suivre cette stratégie, il y aura encore plus besoin d'emplois dans certains métiers, notamment les métiers de la construction. Donc voilà pour la présentation de comment on a fait et les questions qu'on s'est posées. Merci beaucoup pour cette explicitation. Peut-être juste à l'intention des téléspectateurs, il y aura un moment après cette présentation où vous pourrez poser toutes vos questions, mais vous pouvez aussi tout du long de l'intervention les poser en commentaire et on les note de notre côté pour bien les poser à la fin et que vous puissiez obtenir toutes vos réponses. Alors, suite à cet exposé autour de votre méthodologie, est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur les besoins en recrutement que vous avez constatés ? Alors oui, sans surprise, en termes de création d'emplois, donc encore une fois, les créations d'emplois, c'est les nouveaux postes créés qui n'existaient pas. On a quelque chose qui est très très similaire au passé, très similaire au passé
parce que la France est spécialisée dans les services qualifiés aux entreprises et elle socialise ses dépenses, en particulier ses dépenses de santé, et les métiers qui croissent le plus sont les cadres du privé et les métiers d'aide et de soins à tous les niveaux de qualification, puisque ça va des aides à domicile aux médecins. Donc ça, c'est la hiérarchie des premiers métiers qui créent le plus d'emplois. Les ingénieurs informatiques arrivent en tête. Donc là encore, c'est pas une surprise puisque c'est une dynamique qui a enclenché depuis plus de 20 ans maintenant et que dans nos précédentes projections, c'était aussi le métier le plus créateur d'emplois. Donc, mais les aides-soignants et les infirmiers étaient aussi en bonne position, avec effectivement des besoins qui sont pas seulement liés à la crise Covid, puisque c'est des besoins structurels. On a une population qui vieillit, avec des personnes en perte d'autonomie qui croissent et des besoins de santé sur des personnes vieillissantes qui sont forcément plus importants, quelle que soit la préférence des ménages. Et puis, on a évidemment une présence aussi des ingénieurs et cadres de l'industrie, des personnels d'études et de recherche qui sont importants à la fois dans le commerce et dans l'industrie, la maintenance également, et puis des métiers très transversaux, comme les cadres administratifs, comptables et financiers ou les techniciens dans le même domaine professionnel. Et encore, c'est des tendances qui sont des tendances lourdes, où c'est l'administration des entreprises qui est relativement importante. Alors, quand on a fait ce panorama des créations nettes d'emplois, on a vu qu'une petite partie du spectre des postes à pourvoir, puisque l'essentiel des postes à pourvoir va être tiré par les départs en fin de carrière, des baby-boomers donc qui quittent définitivement le marché du travail, et ces départs en fin de carrière, c'est la slide suivante, constituent 9 postes à pourvoir sur 10. Et là, vous voyez que la hiérarchie des métiers avec le plus de postes à pourvoir est pas tout à fait la même que la précédente, puisque les ingénieurs informatiques restent dans le top 15, mais ils régressent très nettement, puisque c'est un métier qui a plus de création d'emplois que de départ en fin de carrière. C'est le seul métier dans ce cas, puisque c'est un métier qui est relativement jeune encore et où effectivement la pyramide des âges n'est pas du tout comme la moyenne des métiers. La moyenne des métiers, c'est plutôt effectivement des métiers qui vont avoir soit presque essentiellement des départs en fin de carrière, comme les agents d'entretien ou les enseignants, avec très peu de création d'emplois, soit des métiers qui sont plus équilibrés, comme les cadres commerciaux et technico-commerciaux ou les infirmières et sages-femmes, soit des métiers comme les aides à domicile qui ont un quart à peu près de création d'emplois et 3/4 de départ en fin de carrière. Donc on est plutôt là-dedans, donc, et c'est très important de noter que c'est le remplacement des postes qui va déterminer le nombre de postes à pourvoir. Donc voilà un peu pour la dynamique des besoins de recrutement à 2030 qui tient compte des effectifs aussi par métier, parce qu'on voit sur ce graphique que les agents d'entretien et les enseignants sont les premiers métiers, mais c'est aussi des métiers qui sont numériquement très nombreux. Même si en pourcentage ça reste très important. Les agents d'entretien, c'est 1,3 million d'emplois, les enseignants, c'est 1 million. Donc tout de suite, ça vous pose une famille professionnelle. Merci. Donc là, on a une vision sur les besoins en recrutement et où est-ce que vous imaginez, vous projetez des difficultés justement et des tensions dans les recrutements? Alors, ce qu'on a essayé de faire, de cette édition, on le faisait pas dans les éditions précédentes, c'est qu'on a essayé pour toujours pareil, dans le but d'aider à la décision et d'aider les politiques publiques à définir les besoins, que ce soit en termes d'offres de formation, en termes de métiers qui seraient susceptibles d'avoir des tensions, de projeter comment les jeunes se répartissaient par métier à la sortie de leurs études. En gros, on essaie de dire, si on fait rien, entre guillemets, quels seront les déséquilibres qui vont apparaître si les jeunes se répartissent par métier comme ils le font aujourd'hui. En gros, si on n'ajuste rien, qu'est-ce qui se passe? Et l'idée, effectivement, d'appeler
appelés à la décision. C'est-à-dire de se dire, les déséquilibres qui apparaissent, ils sont censés amener une réaction. Donc c'est pas évidemment ce qui va se passer. Parce que, in fine, il va y avoir des forces qui vont rééquilibrer le marché. C'est bien ce qu'on essaie de montrer dans cette balance. C'est-à-dire que là, ce qu'on a essayé de modéliser, c'est les postes à pourvoir, ce qui est à droite, c'est-à-dire les départs en fin de carrière, les créations nettes d'emplois. On va essayer de modéliser ce qui se passe sur les jeunes sortant de formation en l'état actuel de l'offre de formation. Et puis, il y aura des forces rééquilibrantes, c'est-à-dire il y aura à la fois des jeunes qui vont peut-être, parce qu'on va changer le système de formation, aller finalement dans d'autres métiers, et puis des gens qui vont changer de métier, donc ils vont rééquilibrer le marché, et puis surtout nos 450 000 chômeurs, le solde migratoire, les personnes qui viennent de l'étranger, les gens qui sortent de l'inactivité, qui vont a priori se destiner dans les métiers qui sont déséquilibrés. Et donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre ces métiers attractifs, ou en tout cas pour rendre ces personnes susceptibles de prendre ces métiers. Donc c'était bien l'objectif de notre exercice. Donc on a commencé par essayer de simuler comment les 650 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire se répartiraient d'ici 2030 en l'état actuel du système d'offre de formation et en l'état actuel des choix que font les jeunes. Donc c'est ce que donne le slide suivant. Donc pour les principaux métiers qui voient ceux qui accueillir le plus de jeunes à leur sortie d'études. Donc on est parti de ce qu'on constate aujourd'hui dans les enquêtes du CEREC, pour ceux qui connaissent, qui s'appelle une enquête génération. On a donc ventilé les jeunes par type de métier et on a tenu compte de la déformation de la structure de diplôme. C'est-à-dire, on a tenu compte du fait, en travaillant avec le service statistique du ministère de l'Éducation nationale, l'ADEP, que la part des diplômés dans une classe d'âge allait continuer à s'élever. Et donc, à diplôme donné, on a regardé comment se ventiler les métiers. Donc, on a essayé de projeter les métiers que étaient censés faire les jeunes ou que feraient les jeunes en l'état actuel du système de formation, en tenant juste compte de cette déformation en faveur d'un peu plus de diplômés par classe d'âge. Donc on obtient les principaux métiers exercés par les jeunes 300 ans après leur sortie d'études, ce qui est du coup le graphique qui est là. Majoritairement, les jeunes font un job d'attente, qui est le job de vendeur, puisqu'ils sont 350 000. Alors, on se projette que d'ici 2030, on aurait 350 000 jeunes qui seraient vendeurs, donc sur à peu près 7 650 000 par an d'ici 2030. Ensuite, il y a bien sûr le métier d'enseignant, d'infirmier, comme l'a dit Cécile, ce sont des métiers numériquement très importants, donc qui accueillent évidemment numériquement beaucoup de jeunes. Donc ça, c'est la projection de ce qu'on obtient des principaux métiers qu'exerceraient les jeunes d'ici 2030 en l'état actuel de l'offre de formation et de leur choix. Ce qui est intéressant, c'est de confronter quelque part ces statistiques-là, cette projection-là, aux besoins de recrutement qu'on a montré tout à l'heure, et donc d'en déduire une forme de déséquilibre, c'est-à-dire qu'une fois que les jeunes se sont répartis, où est-ce qu'il manque tout simplement des besoins pour répondre aux besoins de l'économie, où est-ce qu'il manque des bras. Et donc ça donne l'exercice qui est là, donc vous retrouvez nos jeunes qui sont mis ici en négatif, en rouge sur la gauche, les besoins de recrutement tels que les a montrés Cécile, avec essentiellement des départs en fin de carrière en orange et quelques créations, et modérément, on va dire, pour à peu près 10% au niveau global des créations d'emplois en bleu. Et puis, un déséquilibre partiel, puisqu'évidemment on a affecté que des jeunes, comme encore une fois il y aura d'autres forces pour rééquilibrer, mais qui est significatif dans certains métiers, comme dans celui d'agent d'entretien. Ce que ça dit, pour faire simple, le petit triangle vert, c'est que en l'état actuel de notre projection, on manquerait d'environ 200 000, un peu plus de 200 000 aides à domicile d'ici 2030, uniquement en ayant affecté les jeunes, c'est-à-dire que soit il faut faire en sorte qu'il y ait un peu plus de jeunes qui fassent ces métiers, soit il faut que des gens se destinent vers ces métiers en deuxième partie de carrière, ou que des immigrés, ou que des personnes qui sortent de l'inactivité se destinent à ce métier pour rééquilibrer cette balance. Donc c'est un guide sur là où il faut à la fois ouvrir des postes de formation si ce sont des métiers à fort lien formation-emploi, ou où il faut peut-être travailler sur l'attractivité, sous d'autres formes d'attractivité, pour essayer de résorber ces déséquilibres qui apparaissent. Donc, ce qui est intéressant dans ces statistiques telles qu'on les présente, c'est qu'elles donnent une idée numérique de l'évolution des tensions de recrutement. C'est-à-dire que les métiers qui apparaissent ici en déséquilibre, c'est des métiers dont on peut attendre pour lesquels les tensions de recrutement vont s'aggraver. Mais ça ne dit rien des tensions de recrutement actuelles, puisque
Aujourd'hui, on fait comme si les marchés étaient parfaitement équilibrés. On part de la situation actuelle et puis on projette un besoin à l'horizon 2030. Mais ce que l'on sait, hein, avec Pôle emploi, la DARES a développé des indicateurs de tension au niveau métier et on montre que certains métiers sont d'ores et déjà en tension. C'est pour répondre à peut-être une critique que certains formuleraient sur la base de ce qu'on a présenté, si on revient sur la slide précédente, c'est que si vous regardez par exemple pour les médecins hein, ou pour les infirmières, on a quelque chose qui est relativement équilibré. Et donc j'entends déjà les cris de ceux qui vont nous dire « mais alors vous dites qu'on manque pas d'infirmières et qu'on pas de médecins ». Non, on dit qu'on va pas en manquer plus qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que le système de formation répond aux besoins supplémentaires qui apparaîtront d'ici 2030. Mais pour autant, si on en manque aujourd'hui, on ne résout pas ce problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'en forme pas assez pour résorber le problème d'aujourd'hui. Donc, il est intéressant d'essayer de confronter ces déséquilibres aux tensions que l'on a aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'exercice suivant, qui n'est pas simple, hein, mais on a essayé de faire 4 catégories. À la fois les métiers qui sont en tension aujourd'hui et dont on projette que les tensions risqueraient de s'aggraver parce qu'on va manquer de bras. C'est typiquement les aides à domicile. C'est un métier pour lequel aujourd'hui on n'arrive pas à recruter et on vous dit qu'il va encore en manquer 200 000. Donc c'est vraiment le problème est net. On retrouve également les ouvriers qualifiés du gros œuvre ou les techniciens des industries mécaniques. Les métiers là pour le coup, pour les techniciens des industries mécaniques où c'est un lien formation-emploi très élevé, donc c'est plutôt le levier formation qu'il faudrait activer pour résoudre le problème. Sur les aides à domicile, c'est moins un problème formation qu'un problème vrai d'attractivité sur d'autres leviers, conditions de travail, salaire, sur lesquels il faudrait jouer. On a des métiers qui sont aujourd'hui en tension, mais où on pense que les tensions pourraient un peu se réduire, parce qu'on a un déséquilibre dans l'autre sens, c'est-à-dire on a plutôt plus de jeunes qui vont se destiner à ces métiers que de départ en fin de carrière et de création d'emploi. Donc les tensions pourraient se réduire un peu, comme dans l'hôtellerie-restauration, ou dans la banque, ou dans les techniciens de banque. On a des métiers qui ne sont aujourd'hui pas en tension, mais sur la base de notre projection, on peut supposer qu'ils pourraient l'être demain, comme les ouvriers qualifiés de la manutention, ou les agents d'entretien. Et puis des métiers qui sont aujourd'hui très fortement en tension, et qui le resteraient parce qu'ils sont juste à peu près équilibrés. C'est-à-dire qu'on couvre les besoins futurs, mais on ne résorbe pas le problème d'aujourd'hui. Et c'est typiquement nos infirmiers, mais c'est également le cas des ingénieurs informatiques où notre offre de formation, elle est suffisante pour couvrir les besoins supplémentaires de demain, mais elle ne résorbe pas le fait qu'il nous en manque tout simplement aujourd'hui. Voilà. Et pour terminer, peut-être essayer de remettre tout ça en perspective à travers une typologie des métiers, en introduisant une dimension dont on vous a parlé au début et qu'on a remis sous forme qualitative et informative à la fin, notamment cette histoire de transition entre métiers dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Oui, alors on a essayé effectivement de réintroduire les changements de métier. Donc sur ce graphique, vous voyez à gauche les métiers qui ont beaucoup d'entrées de jeunes par rapport à la moyenne des métiers, et à droite plutôt les métiers qui ont beaucoup de seniors par rapport à la moyenne des métiers. En haut du graphique, vous avez les métiers qui ont des mobilités sortantes nettes, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui les quittent qui ne les rejoignent. Et à l'inverse, vous avez en bas les métiers avec des mobilités entrantes nettes, c'est-à-dire des métiers qui attirent les actifs en emploi plus qu'ils ne les repoussent d'une certaine manière. Et donc, ça nous fait 4 catégories de métiers qui intègrent donc ces mobilités sortantes et entrantes qu'on a calculées à partir de l'enquête FQP sur le passé. Donc, c'est pas du tout sur l'avenir, c'est sur le passé, mais ça donne des indications intéressantes. Et donc, ça nous permet de catégoriser les métiers. Donc, en haut à droite, vous avez des métiers qu'on appelle, nous, des métiers de première expérience. C'est des métiers de première expérience parce qu'ils attirent beaucoup les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes dedans, on l'a vu pour les vendeurs, mais aussi les professionnels de l'action culturelle, sportive ou les surveillants, ou les ouvriers non qualifiés de la manutention parce que certains de ces ouvriers vont justement monter en qualification et devenir qualifiés. Mais c'est des métiers qu'on quitte. Donc soit pour avoir une promotion et on les quitte rapidement, soit pour avoir une autre carrière professionnelle parce que c'est un métier un peu d'attente, enfin d'entrée de carrière, comme les vendeurs ou les employés de l'hôtellerie-restauration, dont c'est souvent le cas. En dessous, vous avez les métiers attractifs qui, alors eux, attirent toutes les catégories, donc qui sont des métiers attractifs pour les jeunes et attractifs pour les activants d'emploi. Et on a aussi bien les infirmiers que les ingénieurs de l'informatique ou les professionnels du droit. Et ces 2 catégories de métiers sont plutôt pas en difficulté de recrutement à l'horizon 2030, même si pour certains d'entre eux, en particulier les ingénieurs informatiques, les ingénieurs et cadres de l'industrie,
et les cadres du bâtiment et des travaux publics, ils ont plus de déséquilibre à l'horizon 2030, en particulier parce que ce sont des métiers qui sont, bien qu'en étant des métiers de cadre, sont des métiers très genrés et du coup qui se sont peu féminisés par rapport à la moyenne des cadres où on a à peu près moitié-moitié et qui du coup ont un vivier de recrutement un peu plus faible. Et puis vous avez deux autres catégories de métiers, les métiers qu'on appelle les métiers de seconde partie de carrière en bas à gauche, en bas à droite, pardon, qui sont des métiers où on demande des personnels expérimentés. Alors soit parce qu'effectivement on y accède après une promotion et une profession d'une qualification inférieure, soit parce que simplement pour les aides à domicile en particulier, ou les assistants maternels, les recruteurs qui sont des particuliers employeurs préfèrent des personnels expérimentés à des jeunes. Donc on a ces métiers-là et qui grosso modo eux parce que justement ils ont énormément de départs en fin de carrière et souvent des besoins de création de postes aussi, hein, dans le cas des aides à domicile ou des cadres commerciaux en particulier, vont avoir plutôt des difficultés de recrutement à long terme. Et puis, vous avez la dernière catégorie de métiers qui sont ceux qui sont très peu attractifs. Ils ont du mal à attirer aussi bien les jeunes que les actifs en emploi, donc on les quitte et les jeunes n'y vont pas. Et alors là, ceux-là, ils sont à 150% sûrs d'avoir des difficultés de recrutement. Et c'est un peu la contradiction, hein. C'est-à-dire c'est à la fois des métiers en déclin parfois, et c'est vrai pour les agriculteurs et les ouvriers du textile et du cuir, mais qui restent des métiers essentiels. Et du coup, où à la fois, c'est pas tellement qu'on forme pas assez, personne ne s'y destine, encore une fois. Et donc forcément, c'est des métiers qui déjà aujourd'hui ont des difficultés de recrutement et ça devrait pas s'arranger. Donc voilà un peu pour synthétiser tout ce travail d'analyse et de quantification que nous avons fait 4 années durant désormais, puisqu'on a fait 2 fois 2. Et nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions plus précises, aussi bien sur les résultats que sur la méthode. Merci beaucoup pour cette présentation très complète et claire surtout. On va pouvoir prendre donc les premières questions des participants. Alors on avait d'abord une question très logistique sur est-ce que les slides seront disponibles à la fin du webinaire. On vous fera bien sûr un compte rendu à l'issue de ce temps. Et puis vous pouvez aussi retrouver le rapport et la synthèse du rapport sur les sites de France Stratégie et de la DARES. Ensuite, on avait une première question. Comment prenez-vous en compte les disparités territoriales et l'attractivité des territoires sur les deux versants que sont le besoin en recrutement et les individus, tout en tenant en compte de l'offre de formation dans ces mêmes territoires ? Alors, d'abord, la régionalisation, on l'a pas publiée encore. Non. On fait du teasing, là. Donc, on est en train de travailler sur cet aspect-là. Alors, côté besoin de recrutement, en fait, ce qu'on fait, hein, c'est que, peut-être qu'on l'a pas assez dit, mais les départs en fin de carrière, ils nous ont été fournis par l'INSEE, qui a un pôle spécifique d'études sur la question de la population active, qui est un PESAR qui est à Lille. Et c'est ce service de l'INSEE qui nous a fourni l'ensemble des départs en retraite probables d'ici 2030, mais c'est vraiment pas la partie sur laquelle on est le plus, disons qu'on est assez confiant sur cette partie-là parce que c'est assez mécanique, les départs en fin de carrière d'ici 2030. Et pour le coup, elles sont régionalisées parce que l'emploi est régionalisé, l'emploi des plus de 55 ans est régionalisé, donc on sait à peu près où vont se situer les départs en fin de carrière. Et je rappelle que c'est 90% des besoins de recrutement d'ici 2030. Après, pour les créations d'emplois d'ici 2030, donc pour parler de la régionalisation qu'on n'a pas encore publiée, hein, mais en gros, ce qu'on fait, c'est que là aussi, hein, comme pour le reste des projections, ça reste des projections, on prolonge des tendances. Donc, la part dans l'emploi de chaque région est déjà en train d'évoluer, évolue depuis 30 ans, c'est des tendances assez établies, et donc en fait, on prolonge un peu ces tendances d'ici 2030 pour établir la part
de chaque région dans les métiers, ce qui nous donne les créations d'emplois dans chaque région pour chaque métier. Donc on somme ces créations avec ces départs en fin de carrière et ça nous fait, pour répondre, des besoins de recrutement qui sont régionalisés, sur lesquels on peut avoir un peu d'incertitude s'il y a des retournements de tendance, mais encore une fois, les retournements de tendance ne sont jamais brutaux. C'est-à-dire, quand on regarde ce qui se passe sur le bassin, un retournement de tendance, en fait, ça commence déjà, quand ça baisse, ça commence déjà par arrêter de baisser avant vraiment de se mettre à monter. Et inversement, quand quelque chose est en hausse, si on prend des régions très dynamiques comme l'Occitanie, par exemple, même si on imagine une rupture de tendance, c'est-à-dire que nous, on projette plutôt que ça continue, que la part de l'Occitanie continue à augmenter, mais même si on avait tort, ça ne serait pas un retournement brutal du jour au lendemain, ce serait quelque chose quand même d'un petit peu incurvé. Donc, globalement, pour la partie besoin de recrutement, je pense on voit à peu près comment on peut se tromper, on peut toujours se tromper quand on fait une projection à l'horizon 2030. Mais enfin, on pense que c'est pas absurde. C'est plus compliqué sur la partie offre de formation, vous avez raison. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec l'ADEP, encore une fois, qui nous a donné, donc le service statistique du ministère de l'Éducation nationale et puis de l'enseignement supérieur, les deux nous ont donné une idée de là où se destinaient les jeunes lorsqu'ils sortaient d'études. C'est pas facile parce que là où on fait ses études, c'est pas là où on prend son premier job. Voilà. Donc on a une question de savoir comment on tient compte de cet élément-là. Il se trouve que dans les enquêtes qu'on utilise, on a le lieu, enfin on a l'établissement d'études et on a le lieu du premier emploi, donc on va arriver à s'en sortir. Voilà, globalement, on devrait y arriver également sur cet aspect-là. Encore une fois, la partie jeunes qui sortent, ça ne veut pas dire que ce sera ça qui va se passer. On espère que ce soit pas ça qui se passe. C'est ce qui se passe s'il se passe rien. C'est-à-dire si on fait tout comme avant. Et donc, vous avez compris que l'idée, c'est justement peut-être d'ajuster un peu. Et on va tenir compte aussi des mobilités entre régions qu'on a observées. Donc effectivement, il n'y a pas que les jeunes qui vont occuper des postes et qui peuvent avoir été en études ici ou ailleurs en France, mais qui vont s'installer quelque part, mais aussi ceux qui sont en emploi et qui sortent de leur territoire pour aller s'installer ailleurs. Et donc là, on va tenir compte évidemment du flux Île-de-France, autre territoire, n'est-ce pas? Oui, qui n'est pas nouveau avec le Covid, qui est quelque chose d'ancien, puisque nous, on s'appuie surtout effectivement sur des tendances un peu structurelles. On a plus de mal à prolonger des choses qui seraient des signaux faibles, puisque on ne sait pas justement si ça va rester. Là, c'est quelque chose d'assez important. Donc, effectivement, l'attractivité des territoires, c'est de l'attractivité passée. Là encore, ce qu'on fait, c'est pas du tout quelque chose qui va forcément advenir, mais c'est une incitation à l'action. Voilà, comme l'a dit Cécile, la question c'est est-ce qu'on tient compte du fait que les gens changent de région et au cours de leur carrière professionnelle. Et ça, c'est cette boucle-là sur laquelle on travaille actuellement d'arrache-pied, on vous dit tout. Mais, voilà. On est parce que, vous savez, structurellement, les gens commencent en Île-de-France et finissent ailleurs. Et donc, évidemment, plutôt on peut pas de la mer, on peut pas les affecter jeunes en Île-de-France et pas les faire sortir d'Île-de-France. Sinon, on dit qu'en Île-de-France, on a trop de gens. Donc, c'est sur ça, en gros, qu'on essaie de travailler. Voilà. Mais on va y arriver. Et là encore, on utilise ce qui s'est passé sur le passé parce que beaucoup de choses sont un peu structurelles, sont un peu tendancielles. Voilà. Ok, merci. On a hâte alors de lire la poursuite de vos travaux. Mais ça, on ne peut pas vous en dire plus. Mais on fait du teasing, je vous dis. C'est très bien. Comme ça, on suivra et on diffusera nous aussi sur notre page pour que vous puissiez retrouver toutes ces réflexions autour de la régionalisation. Pour les questions suivantes, je vais en fusionner deux. Il y avait une première question qui demandait: le constat établi par votre travail de projection a-t-il vocation à appuyer des décisions publiques de promotion de métiers ou de formation? Et c'est assez connexe à une autre question qui va plus loin et qui est plus précise, qui demande si, par exemple, vos réflexions influenceraient les niveaux de prise en charge des formations sur les métiers en tension. Voilà. Alors, par construction, et c'est sain, ceux qui construisent des indicateurs, ceux qui font des projections sont indépendants de ceux qui prennent des décisions. Et je pense que c'est relativement sain parce que sinon, précisément, on pense tout de suite à comment ça va être utilisé. Donc, notre but, c'est d'essayer d'être objectif le plus possible. On fait toujours des choix, mais on essaie de les exposer de la façon la plus précise possible dans le rapport. C'est quand même d'essayer de donner, de lister peut-être les métiers sur lesquels il nous apparaît que les difficultés vont le plus
de difficultés de recrutement vont être les plus fortes. Donc oui, on peut espérer, j'ai envie de dire, qu'il y ait des actions derrière. De quel ordre, notamment sur les coûts de prise en charge? Là, j'avoue que c'est plus du ressort de la DARES, et je ne souhaite pas que ce soit du ressort de la DARES ou de France Stratégie, parce que c'est pas le même travail. Ce que je peux vous dire, quelque chose que je connais bien, c'est que quand on a produit les indicateurs de tension, qui est une coproduction entre DARES et Pôle emploi, ça entraîne des actions concrètes dans les agences Pôle emploi, sur les bassins d'emploi, pour lancer des campagnes spécifiques sur les métiers qui sont identifiés en tension sur le territoire, puisqu'on a on a départementalisé ces indicateurs de tension, donc les enquêtes, les études qu'on fait ont bien une conséquence opérationnelle, mais pour autant, c'est pas à nous de définir cette conséquence opérationnelle. Moi, j'ajouterais que il ne faut pas déduire des difficultés de recrutement des besoins mécaniques en formation. Alors, il y a deux choses là-dedans. D'abord, ouvrir des formations, ça ne veut pas dire que vous allez attirer les gens vers les formations. Donc, on a une grosse difficulté là-dessus. Donc, évidemment, chez les aides à domicile, les jeunes chômeurs, les jeunes demandeurs d'emploi à Pôle emploi ne veulent pas aller faire de l'aide à domicile, mais préfèrent être manutentionnaires. Donc ça, c'est quelque chose qui est sur de l'attractivité des métiers. Et vous avez chez les ouvriers du bâtiment, il y a beaucoup de ruptures de contrats d'apprentissage aussi. Donc même si vous avez réussi à faire venir les gens, ils restent pas nécessairement. Donc l'accompagnement est beaucoup plus compliqué que juste des places de formation. Et puis Dorian l'a dit tout à l'heure, vous avez des métiers qui sont des métiers très techniques où vous avez un besoin de formation qui a un besoin de formation spécifique, qui peut être par la voie initiale ou par la voie continue. Il faut jamais oublier la voie continue, il faut jamais oublier les actifs en emploi. Et puis vous avez tout un tas de difficultés qui ne relèvent pas de la formation. Et souvent, d'ailleurs, vous allez avoir un cumul des causes des difficultés de recrutement. C'est-à-dire que, par exemple, pour les ouvriers du bâtiment, vous allez avoir des conditions de rémunération, de travail, d'horaire, etc., qui font s'ajouter à la technicité de l'emploi qui nécessite une formation spécifique et de l'avoir suivie, sinon vous ne pouvez pas exercer. Donc, et donc vous avez des métiers, au contraire, où vous allez valoriser l'expérience. Donc, grosso modo, quelle que soit la formation que vous avez faite, du moment que vous avez exercé le même métier ou à peu près, ça ira très bien. Donc la formation, elle se fera au travail et elle se fera pas par le biais de la formation. Puis vous avez des métiers où vous avez d'autres types de difficultés, on va avoir des difficultés de recrutement chez les agriculteurs et les petits patrons de cafés, hôtels, restaurants. Là, c'est une question de transmission d'entreprise, et on n'est pas seulement là non plus sur une question de formation. Donc, ce à quoi ça invite vraiment, je pense, le travail qu'on a fait, c'est à diversifier les canaux de recrutement et à identifier effectivement tous ces leviers qui peuvent être des micro ou des macro leviers, des choses sur lesquelles on a individuellement peu de prise. Encore une fois, la segmentation de genre, si ça commence à la maternelle, c'est un peu compliqué, mais il faut faire quelque chose parce que effectivement, à terme, on n'y arrivera pas. Et j'ajoute que justement sur l'origine des tensions, on a essayé de développer avec Pôle emploi, donc dans les indicateurs de tension, des indicateurs d'éclairage qui renseignent sur l'origine des tensions. Et c'est vrai que l'offre de formation, c'est une réponse pour ceux qui ont un lien formation-emploi, quand on a un lien très fort entre une formation donnée et un emploi. C'est le cas par exemple des aides à domicile ou des infirmières ou des ingénieurs informatiques pour lesquels il y a un lien fort entre une formation et un emploi. Et puis sur les aides à domicile, c'est pas le cas. C'est-à-dire, les gens qui exercent ce métier viennent d'horizons professionnels très différents. Donc c'est bien un autre levier et on voit que c'est plutôt les conditions de travail, les conditions horaires ou de type de contrat. Donc c'est vrai que ça invite à réfléchir sur les leviers et donc à utiliser cette projection en interaction avec d'autres indicateurs, par exemple ceux qu'on peut coproduire avec Pôle emploi, mais aussi toute une série d'enquêtes qui existent sur les conditions de travail ou sur les sujets des métiers. Ok. Alors, question suivante que je vais essayer de résumer et en espérant l'avoir bien compris. Donc, n'hésitez pas à me corriger en commentaire si c'est pas le cas. En gros, la personne cherche à savoir s'il est possible d'avoir accès aux données statistiques de la DARES pour comparer les données emploi-compétences sur les différents territoires et leurs propres données, en fait, d'insertion des jeunes qui sont suivis dans leur centre de formation. Alors, c'est une question directe d'ARES. Alors, avoir accès à des données individuelles, évidemment, ça, c'est pas d'ailleurs la DARES en tant que DARES qui dit que c'est pas possible. C'est que il y a des protections qui font qu'on peut pas accéder aux données individuelles effectivement simplement. Pour autant, on a quand même essayé de développer, en tout cas on essaie
et peut-être pas encore assez, de développer des outils permettant de renseigner sur ces questions-là. C'est pas directement notre sujet, mais c'est pas complètement déconnecté. Bon, vous connaissez tous, une partie peut-être des gens qui nous écoutent connaissent le projet Inserjeune, qui est un projet qui est commun à la DARES et à l'ADEPE, donc au service statistique du ministère de l'Éducation nationale, et qui cherche à calculer des taux de sortie en emploi par type de formation, notamment par CFA. C'est des données qui sont déjà construites. On a livré des premières vagues. Pour le moment, elles sont incomplètes, puisqu'on n'a pas on n'a pas le secteur public, par exemple, puisque c'est uniquement fondé sur la DSN. On n'aura pas de toute façon la création d'entreprises. Et comme l'a dit Cécile, dans certains métiers, c'est pas complètement négligeable. Ça va être difficile de parler d'agriculteurs sans parler de création d'entreprise ou de reprise d'entreprise, concrètement. Donc c'est des données partielles, mais elles ont un intérêt effectivement pour permettre de comparer les différents territoires entre eux, les différentes formations entre elles, ou sur un même bassin d'emploi, les différentes spécialités. Normalement, ces données sont publiques sur le site d'Inserjeune, qui est un site commun, qui est un site de l'ADEPE, mais qui est aussi commun avec la DARES. Et on essaie de faire une publication annuelle sur ce sujet, avec des projets qui sont en cours, à la fois pour étendre, mais je crois que Guillaume pourrait en dire un mot, pour étendre le champ d'Inserjeune, et puis pour également élargir à d'autres données et à les informations qu'on fournit. Mais on a bien, c'est un besoin auquel il faut répondre, et je crois que tout le monde est mobilisé pour essayer d'y répondre. Mais bon, il y a quand même des protections des données individuelles qui s'imposent à nous, et je pense qu'elles sont nécessaires dans une démocratie. Il est important de protéger les données individuelles. Donc on essaye de concilier tous les besoins et on espère y arriver. En tout cas, on fait tout pour. Guillaume Houzel est toujours connecté. Est-ce que tu voudrais dire un petit mot en complément ? Je suis évidemment complètement en phase avec ce que vient de dire Dorian Roucher. Je peux compléter simplement sur 2 points. D'une part, justement, pour les prochaines étapes d'extension d'Inserjeune, d'enrichissement de ce dispositif, des premières réunions commencent à être organisées avec mon équipe pour associer les OPCO, les réseaux de CFA, les acteurs éducatifs dans leur diversité, et donc au fur et à mesure, justement, la parole des uns et des autres pour bien comprendre ce qu'on peut faire des résultats produits et quelles pourraient être les nouvelles étapes vers lesquelles on s'engage. Tout ceci sera justement conduit de manière associative. Et deuxièmement, mes travaux auprès de la DINUM et de la DITP me font savoir que justement on essaye de, disons, toujours mieux interpréter le règlement général de protection des données et d'essayer de favoriser l'ouverture des données avec la meilleure protection des personnes. Là aussi, il y a des initiatives qui pourraient venir d'ici à la fin de l'année progressivement, mais dans un équilibre sensible, tel que Dorian a pu en parler tout à l'heure. Merci beaucoup Guillaume. Alors il faut savoir que c'est un petit peu bizarre vu d'ici parce qu'en fait on n'entend pas les interventions extérieures, mais on essaye de rester focus. Alors la prochaine question, voyez-vous des tendances sur des formations longues ou courtes qui seraient plus adaptées ? Je ne sais pas si la question est très claire ou si vous voulez des précisions peut-être. Ça dépend des métiers quand même. Pour former un médecin, une formation courte, c'est un peu compliqué. Mais effectivement, on a sans doute des choses à faire aussi sur l'adaptation des formations elles-mêmes. Et en particulier, je pense à des métiers où une partie des gens sont des indépendants. Donc, c'est vrai dans la construction, mais ça va être aussi vrai chez les conducteurs de véhicules et qui vont devoir peut-être pour partie se reconvertir avec la transition climatique. Et c'est des gens qui, du coup, n'ont pas l'avantage du salarié qui a son salaire qui est payé sur son temps de formation. Lui, prendre un temps de formation, c'est une perte de revenus sèche. Donc, je pense qu'effectivement, il faut essayer d'imaginer des choses peut-être sur des temps plus denses, plus courts, intermittents, qui permettent de faciliter les transitions professionnelles aujourd'hui et surtout demain. Oui, comme disait Cécile,
le fait qu'on ait une déformation de l'emploi en faveur des plus diplômés ne signifie pas qu'on n'a pas des besoins assez forts sur des métiers où le temps de formation est plus court. Quand on regarde les métiers pour lesquels on a un déséquilibre qui apparaît, pour certains, ce sont des métiers où le temps de formation initiale, quand c'est en formation initiale, n'est pas très élevé. On a beaucoup de métiers qui nécessitent un apprentissage de 2 ans, mais qui ne nécessitent pas d'avoir un enseignement par exemple, de 5 ans après le bac. C'est quand on regarde des équilibres qu'on voit apparaître sur les ouvriers qualifiés du second œuvre du bâtiment, où on est sur des peintres, ce type de spécialité-là. Les plombiers, ce sont des formations qui nécessitent un nombre d'années, mais qui peuvent être faites en apprentissage, sur lequel on voit très bien, on a toujours actuellement beaucoup de besoins et on dit qu'on manquera encore de bras et encore plus si on veut remplir nos objectifs climatiques d'ici 2030. Et donc, il y en a quand même, on ne dit pas qu'on a besoin que de gens qui sont surdiplômés. Au contraire, on met en évidence le besoin dans des métiers qui nécessitent des formations spécialisées mais courtes. Ok, Je sais pas merci. si ça répond à la question. C'était un peu... On verra dans les réactions. Bon, ensuite, on a une réaction d'une personne qui nous parle d'un projet de plateforme pour mettre en relation les organismes de formation et les individus. Là-dessus, je vous invite à nous contacter pour poser toutes vos questions et puis voir comment est-ce qu'on pourrait ou pas vous aider. Alors, moi, j'ai un problème de connexion, Sur donc sa je vais essayer de transformation des retrouver métiers. toutes les questions. Ah, vous les voyez mieux? Oui, la transformation des métiers, je pense que tu... Alors juste, c'est De la Guillaume. question de Guillaume. Ok. Donc nous avons. Est-ce que vous avez pu prendre en compte la transformation des métiers? Par exemple, la motorisation des voitures est en train de changer radicalement de l'essence à l'électricité. Donc les mécaniciens de demain n'auront pas les mêmes compétences que ceux d'hier. Ceux qui, alors, peu, c'est Changer là où la je vois donne plus. par les actifs du secteur. Voilà, Les merci. nouveaux métiers. Alors effectivement, on a des modifications de compétences à l'intérieur des métiers qui sont essentiellement tirées par la transition numérique et la transition écologique, soyons clairs. Sur les ouvriers de la mécanique et sur les techniciens de la mécanique, on a plutôt quelque chose qui est de l'ordre qui est plus simple en fait. Bizarrement, ce qu'on nous dit, c'est que le moteur électrique est plus facile à fabriquer qu'un moteur thermique. Qu'en revanche, ce qui va être plus compliqué, c'est les nouveaux matériaux. Mais on a besoin de moins d'ouvriers pour faire un moteur électrique que pour faire un moteur thermique, ce qui aussi donne une idée de sa complexité. Et ça, c'est déjà un peu pris en compte par les fédérations professionnelles de la mécanique, où là, c'est pareil, on a de l'apprentissage, mais on a aussi de l'adaptation des compétences des actifs déjà en emploi pour une large partie. Dans le bâtiment, c'est la transition écologique et la transition numérique sont sans doute plus faibles. Et d'une manière générale, la transition numérique est assez faible chez les acteurs, dans les métiers de la construction, sauf chez les architectes et les cadres du bâtiment, et chez les agriculteurs. Et donc, ce qui est lié aujourd'hui à la transition énergétique, d'une certaine manière, et à la transition écologique pour les agriculteurs comme pour les ouvriers. Et donc là, il y a effectivement des efforts conséquents à faire. Ok, et donc une autre question qui est un peu connexe. Y a-t-il une enquête sur les nouveaux ou futurs métiers qui n'existent pas encore, en complément de votre... Bon, alors c'est une question qu'on nous pose systématiquement, donc qui relève à la fois d'une réalité et d'un fantasme. La réalité, c'est que les métiers se transforment et qu'ils se transforment profondément, mais qu'ils se transforment tout le temps. Pour autant, il y a très peu de nouveaux métiers. Et je le dis parce qu'il faut faire attention à la fois à ne pas terroriser les gens sur le fait qu'ils vont perdre leur métier, ni donner de faux espoirs à des jeunes qui voudraient rejoindre des métiers qui n'existaient pas. Donc on a des gestes professionnels et on a des métiers qui se transforment et on peut changer leur dénomination ou les segmenter. Effectivement, aujourd'hui, on n'a pas des professionnels de la communication, mais on a tout un tas de fonctions qui correspondent à tous les réseaux sociaux, à la diversité des médias qu'on a. De la même manière, dans l'informatique, on a des ingénieurs de ci, des ingénieurs de ça, mais à la fin, c'est des ingénieurs informatiques. Et donc ils choisissent leur spécialité, comme nous, dans nos domaines. Nous avons choisi notre spécialité et nous adaptons.
et nous adaptons nos modes de travail et pas seulement les compétences, mais aussi les organisations du travail, puisque les organisations du travail changent autant que les techniques. Et du coup, on aura, encore une fois, vous pourrez avoir des dénominations qui vont changer, mais même dans la transition écologique, qui est celle qui est la moins diffusée aujourd'hui par rapport à la transition numérique, on voit bien que vous allez rester quelqu'un qui travaille dans l'énergie, même si vous faites des énergies renouvelables, vous avez un fonctionnement qui n'est pas très différent. Quand vous faites de la transition de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, vous avez besoin de couvreurs qui posent des panneaux photovoltaïques, mais ça reste des couvreurs. Que pour faire l'isolation d'un bâtiment, ma foi, il faut des maçons. Et en fait, on est toujours là-dedans. Donc c'est un fantasme. Et encore une fois, j'invite à la prudence là-dessus. Oui, moi, j'ajoute on travaille forcément sur une nomenclature qui est forcément une simplification de la réalité. Donc là, on utilise la nomenclature de la DARES, qui est la nomenclature des familles professionnelles, qui permet en fait de mettre au regard les données de la statistique publique et les données de Pôle emploi, puisque ça permet de mettre tout ça en regard. Donc elle a beaucoup d'avantages. On est en train de rénover cette nomenclature, donc elle va déjà subir un lifting et elle va essayer de se rapprocher un peu plus de ce qui se passe actuellement sur le marché du travail. On travaille notamment avec Pôle emploi, avec France Stratégie, on essaie de présenter ces nouveaux travaux. Et puis, on essaie aussi de regarder, pour répondre à cette question des nouveaux métiers, vous savez que dans les différentes enquêtes, à la fois de l'INSEE et puis, par exemple, dans la déclaration sociale nominative, il y a ce qu'on appelle des libellés de postes. Et donc, on essaye quand même en permanence de regarder les nouveaux libellés, les nouvelles appellations. Et puis, si elles arrivent très, très souvent, il faudra bien qu'on prenne une décision pour créer une nouvelle catégorie. Mais comme le dit Cécile, la plupart du temps, les métiers se transforment plus que vraiment de nouveaux métiers apparaissent. Maintenant, les libellés donnent peut-être aussi une idée de comment les gens perçoivent leur emploi. Donc, on essaye bien d'utiliser cette information qui n'est pas simple à traiter. Mais justement, dans la nouvelle nomenclature des familles professionnelles, on part des libellés saisis par les personnes dans l'enquête emploi. Donc, on parle aussi de cette information qui est spontanée. Quel est le métier que vous exercez? Voilà. Ok, merci. Alors, c'est notre premier live, donc on en tire déjà quelques leçons. Et notamment, là, je vois qu'il y a des réactions à ce qui est dit, mais on ne peut pas lire à la fois les réactions et les questions. Mais bien sûr, on regardera tout ça avec attention à l'issue de ce séminaire. Et puis, le prochain webinaire, on fera attention à bien pouvoir tout suivre en même temps ce que vous nous écrivez. Et puis, pareil, du coup, on prend question après question. Donc, il n'y a pas eu rassemblement de gros blocs de sujets. Mais voilà, en tout cas, on essaye de répondre à toutes vos interrogations. Et justement, ensuite, on a deux questions plutôt autour des reconversions. Une première question sur les métiers en reconversion professionnelle. Avez-vous cherché à mesurer l'impact des formations professionnelles sur site par rapport aux formations en ligne? Si oui, considérez-vous que les entreprises sont assez matures aujourd'hui pour reconnaître la même valeur aux formations en ligne et sur site? Ça, c'est la première question sur les reconversions professionnelles. Et puis, la deuxième, c'est quelles sont les politiques et formations favorisant les transitions professionnelles pour répondre aux métiers en tension? Alors, je vais peut-être répondre d'abord sur la mobilité professionnelle entre métiers. Comme on l'a dit, on n'a pas modélisé les mobilités entre métiers déjà, mais on les a indiquées dans le rapport. C'est-à-dire qu'on a précisé dans le rapport ce qui se passerait si les mobilités se faisaient exactement comme elles se passaient hier. Donc ça donne une idée quand même de la transition qui est possible d'un métier à l'autre. On ne donne pas le rôle spécifiquement de la formation, mais ça permet quand même de voir on va dire des grandes tendances sur les mobilités professionnelles. D'abord, on a un gros tiers de mobilité ascendante, on va dire, c'est vraiment l'évolution de carrière où vous passez d'ouvrier employé à technicien ou de technicien à cadre, qui va probablement continuer à se prolonger parce que c'est habituel que pour pourvoir un emploi, vous vous tourniez vers votre vivier interne et donc on a une partie de ces mobilités qui sont habituelles. Il y a aussi des mobilités qui sont des proximités naturelles entre métiers. Par exemple, entre ingénieur de l'informatique, ingénieur de l'industrie et personnel d'études et de recherche, qui sont trois métiers très qualifiés, c'est un peu une limite de la nomenclature. C'est que de fait, on voit beaucoup de passages d'un métier d'un de ces métiers à l'autre, parce que les compétences derrière pour les exercer sont probablement extrêmement proches, et les profils des gens qui exercent ces métiers sont très proches. Et ensuite, on a des vraies reconversions, mais ces vraies reconversions, elles sont très rares.
Ça, c'est déjà la première chose qu'on peut dire. Si vous lisez un Darès Analyse qu'on a publié il y a quelques années, en fait, ces vraies reconversions, c'est très peu dans les mobilités. C'est très peu de gens. Ces mobilités, évidemment, vont un peu dans tous les sens. Alors là, vous avez des caissiers qui deviennent aide à domicile, voilà. Et donc, nous, on n'a pas modélisé le rôle de la formation là-dedans parce que ce sont, de notre point de vue, des mobilités d'équilibrage. C'est-à-dire, c'est justement ce qui va faire que ça va se rééquilibrer et que donc, par construction, c'est ce qu'il faut mettre en œuvre pour qu'on y arrive. Donc, ça, on peut pas le projeter. Mais elles existent et probablement, pour certaines, elles passent par des actions de formation. Je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, alors effectivement, la formation, c'est l'angle mort de la prospective des métiers et des qualifications. Donc, c'est pas tellement dans ce rapport. Dans le cadre du réseau emploi compétences qu'anime France Stratégie et auquel participe la DARES, mais aussi beaucoup d'OPCO qui sont peut-être derrière l'écran. Il y a quelque chose qui est fait sur les formations hybrides, donc une étude qui est en train d'être faite avec France Compétences notamment, parce qu'effectivement, ce qui semble, c'est qu'on peut avoir une innovation par l'hybridation, non pas une opposition entre en ligne et sur site, mais quelque chose qui soit plus créatif sans doute dans la pédagogie, mais qui soit un peu des deux. Enfin, je voudrais pas dire, mais c'est un peu comme le télétravail. On a quelque chose où si on fait que du en ligne, les vrais MOOC, Total MOOC, c'est une certaine forme de pédagogie, mais avec ses limites, et que la vraie innovation aujourd'hui, c'est le mode hybride. Et puis, je fais un peu de teasing, il y a une publication qui va sortir, je sais pas quand, j'espère dans les prochains mois de la DARES, où on regarde les métiers que suivent les gens selon le type de formation qu'ils ont faite. En gros, on regarde si ça marche. C'est-à-dire, est-ce que quand on forme les gens pour être plombier, ils deviennent plombiers? Et donc, ça vous intéresse peut-être, mais du coup, cette étude va sortir. Elle montre que ça marche beaucoup dans certains métiers. Typiquement, dans le bâtiment, ça marche assez bien. Mais il y en a d'autres où, en fait, c'est des compétences un peu générales et du coup, typiquement dans le commerce, on va avoir des métiers assez divers que vont faire les personnes. Et donc, la branche professionnelle de travail n'est pas forcément le domaine de spécialisation de la formation. C'est un travail qui a été fait, donc pas chez moi, c'est le département formation emploi, département formation apprentissage, mais il est finalisé, il est en cours de relecture, il est en circuit de relecture. Donc j'espère que vous pourrez le lire et si ça vous intéresse, je vous incite à vous connecter sur le site de la DARES. Alors ensuite, on a des questions sur la valorisation des métiers, mais vous êtes plutôt sur la partie prospective avec une participante qui se demande quelles pourraient être les actions de promotion pour les métiers dans l'industrie et quelle incitation il pourrait y avoir du côté des acteurs gouvernementaux. Là, on a fait quand même des groupes de travail. Il y a eu un groupe de travail paritaire, avec les syndicats, les branches professionnelles, la ministre du Travail sur des questions d'attractivité aussi. Il y a quand même des choses qui sont faites à la fois par les branches professionnelles de l'industrie, enfin par la branche de l'industrie. Il y a quand même tout ce qu'il y a dans le plan de relance et qui est une politique publique d'une certaine manière qui vise à redorer le blason de l'industrie, puisque et puis des actions qui sont des actions en faveur des formations, puisque comme on l'a constaté, alors c'était pas le fait des politiques publiques nécessairement, mais comme on avait une désaffection pour certaines formations dont les métiers étaient en déclin, en particulier les soudeurs, pour ne pas parler d'eux. À un moment, on n'a plus assez de soudeurs pour les besoins qui restaient relativement importants, et la métallurgie, c'est pas exactement rien en France. Donc voilà, et en plus, ça sert pas seulement pour l'industrie, mais ça sert aussi pour le bâtiment. Donc ça a des clients variés, la métallurgie. Et donc, on a effectivement tout un travail. Après, l'industrie, ça reste comme l'informatique ou comme la construction ou comme, dans l'autre sens, les métiers de soins. C'est super genré. Donc, ça, c'est un travail. On voit bien, nous, on regarde les statistiques, c'est impressionnant. Il y a des métiers qui se sont vraiment féminisés dans le droit, par exemple, etc. Ces métiers-là, pas du tout, et dans l'autre sens, ça se masculinise pas non plus du tout, quoi. Et donc c'est un souci quand vous avez quelque chose qui est... alors effectivement, il y a l'idée de la désindustrialisation contre laquelle il faut lutter,
il y a le local, la production locale, et je pense que la transition écologique, elle peut contribuer à réenchanter l'industrie. Mais il y a aussi en plus des conditions de travail et de rémunération tout à fait correctes par rapport justement à des métiers comme les métiers d'aide à domicile. Mais on a du mal à attirer, et on a du mal à attirer au-delà d'un certain segment socio-économique, on va dire. Oui, ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est d'abord que les métiers de l'industrie dépassent largement le secteur de l'industrie. Ce qu'on montre dans le rapport, on a un passage dessus, c'est qu'une grande partie des gens qui exercent des métiers industriels le font dans des secteurs de services, donc le font pas dans des usines, dans des entreprises qui sont des entreprises industrielles, le font dans des entreprises de services ou entreprises en fait qui travaillent pour l'industrie. Ils font des métiers industriels, mais au sein de secteurs. Donc, il faut peut-être aussi casser cette image de l'industrie et voir l'industrie comme quelque chose qui mobilise des compétences un peu partout dans l'économie. Et puis je pense que la question qu'a soulevée Cécile est centrale. Si on veut résoudre les problèmes de l'emploi dans les métiers industriels, il ne faut pas les fermer à la moitié de l'humanité. Donc il faut fondamentalement faire en sorte que tout le monde puisse faire des sciences. Il faut faire en sorte que l'accès à ces formations-là soit largement possible. Et donc dès le plus jeune âge, ne pas donner des stéréotypes de genre et lutter contre stéréotypes, parce que aujourd'hui c'est un frein à résoudre des problèmes de recrutement, puisque fondamentalement vous avez donc tout ce qui va dans ce sens, que ça aille, bien sûr, la lutte contre les stéréotypes de genre, les rôles modèles pour mettre en avant les réussites féminines dans ces métiers-là, ou la lutte dans les écoles d'ingénieurs contre les actions de harcèlement ou en tout cas de discrimination genrée, vont dans le bon sens et envoient le message qu'il n'y a aucune raison que les femmes se destinent pas à ce métier. Alors, je vais faire un lien avec nos actualités, parce que la question des stéréotypes de genre dans l'orientation, c'était un enjeu qui nous était énormément remonté par l'ensemble de nos partenaires au quotidien. Et donc, on a confié un défi à des étudiants de Sciences Po dans le cadre de l'incubateur des politiques publiques autour de cette question: comment lutter contre les stéréotypes de genre dans l'orientation, et en particulier sur l'orientation en infrabac. Donc, ils sont en train de plancher dessus. Pour l'instant, ils ont fait un diagnostic. Donc, ils ont rencontré un grand nombre de partenaires, et nationaux, institutionnels, privés et plus territoriaux, pour comprendre ce qui se jouait. Et oui, ils ont remonté 4 grandes difficultés, 4 grands enjeux. Les stéréotypes de genre qui se cristallisent à l'adolescence, les difficultés à comprendre tous les mécanismes de l'orientation, la question des représentations, et puis pour terminer aussi le cadre de l'entreprise, est-ce qu'elle est accueillante ou pas, pour donner envie à des jeunes filles ou des jeunes hommes aussi dans des métiers qui au contraire ne seraient peu ouverts à ce genre. Voilà, donc là ils sont en train de plancher pour nous proposer un prototype qui serait une petite pièce dans ce grand mécanisme, et pour voir est-ce que ça pourrait avoir de l'impact ou pas, la proposition qu'ils nous feront. Et on manquera pas de vous tenir informés de tout ça au mois de mai, quand ils auront mené à bien leurs travaux. En tout cas, leur diagnostic est pertinent. On leur dira, s'ils sont connectés d'ailleurs, on les remercie. Alors, ensuite, pour prendre la suite des questions, on avait aussi un questionnement sur un secteur très très particulier. Une personne vous demandait et quid des besoins en emploi dans les collectivités territoriales. Donc on peut s'interroger plus globalement sur la fonction publique. Il y a une marque employeur, Choisir le service public, qui a été lancée il y a peu. Est-ce que vous avez aussi réfléchi ces questions-là dans votre rapport ? Alors, ça fait partie des déclinaisons qu'on doit faire. Pardon. On a déjà quelques métiers quand même sur de la fonction publique. Les enseignants, c'est à 90% public. Mmh. Et là, on a un petit problème d'attractivité des concours, donc que nous prolongeons en projection. Alors, on voit qu'il manque 80 000 enseignants dans notre projection, mais ça dit juste que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on manque d'enseignants. Et après, donc, vous avez un déclin des catégories C de la fonction publique, mais qui sont beaucoup plus importants dans les collectivités territoriales. Et on s'est réunis, on a fait un comité d'orientation RH, donc avec toutes les fonctions publiques, pour essayer justement de revaloriser cette marque employeur, puisque la fonction publique, c'est comme le reste, donc ça recrute des métiers qui sont des métiers transversaux, que tout le monde recrute. Donc ça recrute des agents d'entretien, beaucoup dans les collectivités locales, ça recrute des ingénieurs informatiques, et voilà, c'est des métiers sur lesquels on a des difficultés de recrutement, donc on a du travail à faire.
Et effectivement, les besoins ne sont pas exactement les mêmes dans les collectivités locales. L'emploi dans les collectivités locales est souvent moins qualifié que dans les administrations centrales et dans les hôpitaux, qui sont les 3 volets de la fonction publique pour nos auditeurs qui connaîtraient moins la fonction publique. Et du coup, effectivement, on va réfléchir aussi dans la fonction publique à la question de l'attractivité, des statuts, des carrières et toutes ces sortes de choses. Merci. Alors ensuite, on a une question qui croise un peu d'autres questions qui ont déjà été posées auparavant. Quelle stratégie est mise en place pour adapter la formation d'aujourd'hui au métier de demain ? Mais c'est peut-être pas forcément votre axe d'intervention. C'est un peu prenez ça et faites-le. On peut vous aider. Mais effectivement, c'est pas notre métier en fait. Et nous, c'est de donner des clés pour l'adapter. Et il y a des instances qui le font. Donc, on a des groupes paritaires qui, à l'Éducation nationale, adaptent en permanence les diplômes de la formation initiale. Les formations continues sont, elles aussi, de manière récurrente, adaptées aux transformations des métiers. Donc, parfois, ça peut paraître trop long, mais certaines choses sont relativement bien prises en compte. Voilà, mais je pense que c'est pas notre métier. Oui, on peut quand même noter ce qui a été fait. Sur l'apprentissage, on a quand même une nette hausse de l'apprentissage, alors qui est beaucoup tirée par les formations du supérieur, mais on a quand même une hausse, y compris sur les niveaux inférieurs infra-bac. Et donc, c'est quand même déjà des éléments donc quelque chose s'est déverrouillé quelque part. Alors en partie parce qu'on a mis des aides, il y a un dispositif de soutien public financier et de libéralisation. Donc aujourd'hui, nous à la DARES, on ne s'est pas bien partagé ce qui est de l'ordre du soutien financier et de l'ordre du changement et de la hausse de l'offre. Mais quelque part, c'est quand même probablement une réponse aux besoins, déjà une adaptation qui est en cours du système de formation aux besoins de l'économie. Donc il y a des choses qui sont déjà à l'œuvre quelque part pour transformer le système de formation. Ensuite, on a une question, alors qui nous concernera peut-être plus directement, qui est sur la transformation en fait de votre travail, qui est quel lien avec Parcoursup, Affelnet et la bonne alternance. Donc avec tous les outils, voilà, c'est ça, de promotion et de choix en tout cas, d'orientation mise à disposition des jeunes et de leurs familles. Alors, d'abord, je pense que Guillaume Houzel aura beaucoup d'éléments de réponse. Ce que je peux dire, c'est que nous, à terme, ce qu'on espère pouvoir faire avec le CIES, sous le contrôle de Guillaume, qui regarde également tout ça, parce que nous, on travaille avec nos collègues du système statistique, du service statistique du ministère de l'Enseignement supérieur, c'est déjà de pouvoir construire un indicateur annuel de sortie en emploi et de type de métier en fonction des différentes formations qui existent, puisque dans la base étudiant du CIES, on a tous les étudiants et tous les établissements de formation du supérieur. Pas tous, on couvre 96% des étudiants, on couvre quand même l'essentiel des étudiants. En rapprochant ces données de la DSN, on va pouvoir à la fois dire s'ils sont en emploi à 6 mois et on va pouvoir à la fois également dire quel type de métier ils exercent. Et un élément d'information qui pourrait être fait, mais dans un deuxième temps, ce serait de rapprocher cette information de PMQ pour essayer de dire est-ce que les formations, elles se tournent vers des métiers d'avenir ou pas. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut imaginer dans un deuxième temps. Encore une fois, notre but est toujours, nous, d'informer, de porter l'information à la connaissance du public pour éventuellement qu'ils ils changent leurs décisions. Mais notre but n'est pas d'être prescriptif. Notre but est vraiment d'apporter de l'information. C'est pas parce que on est vers une formation qui n'est pas hyper dynamique que pour autant il faut l'arrêter. C'est un élément d'information qui est que les personnes en sortant exercent tel ou tel type de métier aujourd'hui. Mais donc c'est une information qu'on pourrait croiser avec PMQ. Et après, je ne sais pas sous quelle forme ça peut être valorisé. Nous, on va mettre à disposition et on met à disposition toutes les informations. On fait une data visualisation pour que ce soit le plus ergonomique possible. Ensuite, évidemment, ça pourrait être repris et aspiré pour être mis dans plein de sites si les gens le jugent utile. Ce sera mis en tout cas sur le site de Pôle emploi, donc à destination des utilisateurs de Pôle emploi, des employeurs et des demandeurs d'emploi. Mais donc
Et effectivement, on peut imaginer que les outils d'orientation, alors je pense que Centrinfo les met en général toujours, donc on peut avoir tout à fait une déclinaison, y compris sur des applications type même CPF, enfin ce qu'on veut, Parcoursup, Avelnet. Même l'UNICEF, on peut imaginer qu'il y a une Ouais, espèce voilà, de jauge sur est-ce que ce métier va créer beaucoup de jobs ou pas d'ici 2030. Ça peut être utilisé, c'est un élément d'information que nous on met à disposition. Mais voilà, c'est ça, c'est qu'il ne faut pas en déduire une approche non plus trop restrictive sur l'orientation des élèves, qui en plus, l'orientation des élèves, c'est pas une trajectoire professionnelle. On peut rentrer dans un emploi et changer. Et ce que visiblement on sait moins faire, c'est changer. Oui. On le constate statistiquement et on l'a constaté sur le passé, parce que c'est vrai que les reconversions professionnelles dans des territoires qui ont été des territoires très vulnérables économiquement, on n'a pas non plus, ça n'a pas été magnifique. Après, pour parler plus opérationnellement sur la bonne alternance, tout notre travail il consiste à permettre aux entreprises d'exprimer plus facilement leurs besoins en recrutement pour mieux les exposer auprès des jeunes et des familles, pour qu'ils puissent y avoir accès le plus facilement possible, et pareillement de mieux exposer aussi l'offre de formation en apprentissage pour pour aider l'orientation vers les secteurs qui ont le plus besoin de main-d'œuvre par la suite. Alors ensuite, on a parlé de formation hybride et on avait aussi une question sur les modalités du travail hybride. Est-ce qu'elles ont été prises en compte dans votre étude, notamment pour redéfinir les compétences transversales demandées dorénavant dans certains métiers, par exemple les managers? Alors peut-être il va y avoir un prolongement sur les compétences. C'est-à-dire que là on a fait une projection par métier. Je crois qu'il y avait une autre question qui travaillait sur des blocs de compétences plutôt que sur des blocs de métiers. Je pense que c'est un peu la question de savoir effectivement ce qu'on projette là, c'est des métiers. On considère chaque métier comme étant très séparés les uns des autres. En pratique, chaque métier peut être vu comme une somme de compétences et on peut imaginer pouvoir bouger d'un métier à l'autre. France Stratégie et Pôle Emploi ont fait une étude il y a 1 an et demi sur une cartographie des compétences. Vous savez, il y a 2 façons d'appréhender les compétences. La façon qu'a utilisé France Stratégie et Pôle Emploi, ça consiste à partir de compétences au niveau le plus fin de la nomenclature des métiers, donc la nomenclature ROM de Pôle Emploi. Et là, il y a à dire d'experts, on liste des compétences nécessaires pour exercer ce métier. Puis après, on réagrège ces compétences au niveau de la nomenclature où on travaille. Et donc, on essaie de repérer dans quelle mesure les compétences sont plus ou moins fréquentes quand on exerce un métier donné. Et donc, une fois qu'on a une projection par métier, on peut passer à une projection par compétence. Et c'est l'idée de la projection qui est proposée. Il y a une autre façon d'appréhender les compétences, mais qui est beaucoup plus compliquée, qui est juste d'être agnostique et de supposer que 2 métiers ont les mêmes compétences si les gens bougent facilement d'un métier à l'autre. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure sur les personnels d'études de recherche, les ingénieurs de l'industrie et les ingénieurs de l'informatique. Voilà. Alors c'est plus compliqué parce qu'on part pas d'une donnée, on essaie d'observer les gens qui bougent et on se dit s'ils bougent très souvent d'un métier à l'autre, c'est que en fait c'est probablement un métier très proche de l'autre. Ça c'est plus compliqué à faire et ça du coup c'est pas ce qu'on fera, mais à court terme ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser les compétences de la nomenclature Pôle Emploi et on va essayer de les projeter, ce qui répond à votre question parce qu'il y a des compétences managériales qui sont présentes dans certains métiers, notamment dans les métiers d'encadrement, de cadre. Alors après sur la modification qu'a opéré le télétravail, donc nous quantitativement on en tient compte puisqu'on a dit tant de jours de télétravail par semaine, ça fait des impacts sur l'emploi dans des secteurs. Ça fait moins de bureaux, ça fait moins de transport, donc ça on a pris compte. Après, sur la manière dont on va gérer le télétravail et ce qu'on a observé, c'est effectivement ce que nous on pourra pas prendre en considération parce que justement ça on ne sait pas si c'est structurel. Donc nous ce qu'on va observer c'est les compétences managériales dans les métiers à un moment T et on les prolonge en fait. Donc on dit du coup mais on va pas on n'est pas encore capable, alors peut-être qu'à un moment on sera capable de l'identifier, mais on n'est pas encore capable de marquer une tendance à la hausse ou à la baisse dans certains métiers, c'est-à-dire que la transformation des compétences à l'intérieur des métiers, on ne sait pas. Donc la transformation des compétences managériales, on sent bien tous confusément que c'est pas complètement neutre de manager en direct et de manager en hybride, mais c'est pas non plus complètement
facile de faire de l'animation d'équipe hybride ou pas. Mais on n'a pas de choses qui vont nous permettre de l'identifier. Donc, à part qualitativement, on ne pourra rien dire, grosso modo, là-dessus, quoi. Je suis désolée. Alors, on arrive bientôt à la fin de ce tour, mais on va prendre les dernières questions. Alors, il y en a une qui va changer des autres, qui va parler plus de coopération européenne notamment. Les fruits de vos recherches seront-ils mis en commun avec ceux effectués par les autres pays de l'Union européenne? Savez-vous si des actions stratégiques seront mises en œuvre à l'échelle de l'Union pour aider à atténuer les tensions au recrutement et si les résultats sont plus ou moins similaires d'un pays membre à l'autre? Alors, on sait que c'est un exercice qui est mené dans d'autres pays européens. On n'y est pas allé parce qu'on a eu un problème d'agenda, mais on était invité par la Commission européenne il y a 3-4 semaines à présenter cet exercice. On était un peu le partenaire des Allemands qui avaient fait le même exercice. Donc, c'était le ministère allemand du travail qui avait fait un exercice très similaire. Donc, oui, cet exercice, il y a un ensemble européen qui existe, un groupe de travail où on essaye de partager. Par ailleurs, nous, à l'ADA, on avait fait préalablement à l'exercice PMQ, on avait fait un peu une revue de tous les exercices qui existaient donc dans le monde. En fait, c'est un exercice qui existe à peu près partout. Hein. Tous les pays font ça. Les États-Unis, bien sûr, font ça. C'est le plus célèbre, c'est celui du BLS parce qu'il est actualisé tous les ans. Et puis, il y a des spécialistes sur chaque métier qui essayent d'analyser les ruptures de tendance. Mais tous les pays le font avec plus ou moins de précision. Tout le monde ne modélise pas les jeunes sortants d'études. Certains s'arrêtent aux besoins de recrutement, d'autres font toute la boucle. Donc là, on s'était inspiré de ce qui avait été fait dans les autres pays, dans ce qu'on a proposé, puis de ce qu'on était capable de faire aussi avec les données qu'on avait. Oui, on a des échanges. Après, à ce stade, évidemment, chacun fait avec sa méthodologie, on pose un peu tout ce qu'on a sur la table. Il n'y a pas de cadre commun qui permettrait de comparer vraiment les données entre elles, si c'est la question. Mais il y a quand même des discussions. Il y a un exercice européen, en fait, qui existe, qui est celui du CDFOP, et qui nous concerte, hein, nous, tous les experts européens de la prospective des métiers et des qualifications, et qui fait sur la base des nomenclatures européennes. Simplement, le problème, c'est qu'on a tous en Europe, hein, puisqu'on se réunit tous les ans à peu près, on a tous nos propres nomenclatures qui correspondent aussi. Alors, et je rigole, mais c'est très sérieux parce qu'en fait, c'est basé à la fois sur des systèmes qui sont des systèmes d'éducation nationale, qui sont vraiment des questions de culture locale, et aussi sur des marchés du travail nationaux. Donc, ils sont très différents et on ne peut pas tellement. Donc, on a des moyens de comparer et on le fait. Et effectivement, à un niveau assez agrégé, quoi. Mais à un niveau assez agrégé. Et nous, on a les familles professionnelles peuvent être. L'INSEE donne des ISCO, des nomenclatures de métiers internationales. Simplement, c'est beaucoup moins fin que nous ce qu'on fait. Enfin, on le sait bien. Il y a une petite perte en ligne. On compare donc au niveau de l'Europe. On a beaucoup de programmes au niveau européen. Alors là, on est sur des programmes sur la transition verte. On a eu toute la question des compétences, hein, on va avoir une nomenclature des compétences européennes qu'on pourra. Et avec les Allemands, on a fait une coopération et ce qu'on a fait sur les compétences, ils le reproduisent avec leurs propres enquêtes, hein, puisqu'ils avaient quelque chose qui était un peu similaire. Et donc, du coup, évidemment, on va faire quelque chose. Après, est-ce que l'Europe peut faire quelque chose pour les difficultés de recrutement? Oui, elle peut faire quelque chose, mais ce qu'elle fait est relativement faible au sens où les marchés du travail et de l'éducation restent quand même très majoritairement nationaux, même si les blocs de compétences, en particulier au niveau universitaire, on va pouvoir passer des unités de valeur, enfin, grosso modo, à Francfort, à Bruxelles, à Naples, et agréger tout ça pour faire un diplôme, et non pas faire un double diplôme nécessairement. Donc ça va être un grand progrès. L'apprentissage infrabac, dans d'autres pays, évidemment, il y a l'obstacle de la langue, hein, ça reste la diversité européenne, c'est une richesse, mais effectivement, sur la mobilité des étudiants, des élèves et du travail, ça reste un obstacle qui est relativement important. Et puis, il y a tout ce qu'il y a en Europe, là j'ai oublié comment ça s'appelle, enfin pour favoriser vraiment
à la fois les recrutements, hein, on a une base de données en ligne qui est importante, mais qui va se heurter très vite à l'obstacle de la langue. Et pour terminer, il reste 2 minutes. Il y avait 2 Monsieur demandes de Dorian. précision. Alors, il y en a une qui concerne justement Dorian. Vous avez dit les vraies reconversions sont peu nombreuses. Pouvez-vous Ah oui, nous en dire voilà. un peu plus? Alors, je vais dire des bêtises. Non, je vais renvoyer un DARES analyse qu'on a fait sur changer de métier, qui s'appelle changer de métier, et qui essaie de donner une cartographie des changements de métier. Donc entre 2010 et 2015, ça a été fait, puisque ça a été fait avec une enquête qu'on appelle formation et qualification professionnelle, qui est une enquête de l'INSEE, qui permet d'enquêter les gens et puis de savoir ce qu'ils faisaient 5 ans avant. Et donc on voit les gens qui changent de métier. Donc à travers cette enquête, c'est avec ça qu'on a modélisé les mobilités professionnelles, hein, telles qu'on en a parlé tout à l'heure, et où on peut faire l'exercice que je vous ai dit, que je vous ai présenté, qui est aussi en annexe, hein, qu'on a remis en annexe du rapport. Donc vous retrouverez l'ensemble des données en annexe du rapport, et qui montre du coup qu'on a quand même beaucoup de mobilité ascendante, beaucoup de mobilité de proximité, et puis on a effectivement quelques mobilités qui sont des changements un peu radicaux de domaine professionnel. Mais quand on regarde d'abord, la plupart des gens gardent le même métier en 5 ans. Parmi ceux qui bougent, c'est soit pour une promotion au sein d'un domaine professionnel donné à 30 ou 40%, et puis soit pour des métiers très proches, à peu près le même ordre de grandeur, et c'est uniquement ce qui reste qui est un changement complet de métier. C'est ça que je voulais dire sur le fait que au sein de ces changements de métier, il y a vraiment des changements de métier de nature très différentes. Et donc les reconversions professionnelles, c'est de mon point de vue que les dernières, que celles qui impliquent vraiment de passer de plombier à infirmière. C'est relativement inhabituel. Voilà. Et donc évidemment, il y a très peu de gens dans la case, globalement. Merci. Puis une dernière demande de précision. On a parlé de régionalisation tout à l'heure. Et une personne demande, la segmentation par bassin d'emploi est intéressante. Votre étude va-t-elle jusqu'à ce niveau? Non, on ne va pas jusqu'à ce niveau on aurait des informations qui seraient relativement parcellaires si on allait à ce niveau très fin, puisque nous, on prend l'ensemble du marché du travail, mais effectivement, les métiers ne se répartissent pas sur le territoire de manière homogène, puisqu'on n'a pas les mêmes spécialisations territoriales. Donc, il y a certains endroits où vous n'aurez pas du tout d'ouvriers de l'industrie, par exemple, et d'autres où vous aurez, au contraire, une concentration des ouvriers de l'industrie mécanique, comme à Sochaux. Merci pour ces précisions. On va s'arrêter là. Donc, on va vous remercier. Merci beaucoup. Les commentaires sont tous unanimes. Ceux qui ont mis leur réaction parlent d'un temps qui était très intéressant, voire passionnant. Donc, on vous invite à aller consulter le rapport et à voilà. le télécharger sur le site de la DARES ou sur celui de France Stratégie. Vous choisissez. France Stratégie, bien sûr. On était vraiment très très contents de commencer ces lives avec vous et avec les résultats de votre rapport. Je veux aussi remercier particulièrement Jérémy qui s'occupe de la technique de cet événement et qui a eu 1000 péripéties à affronter juste avant pour qu'il y ait bien une connexion internet et que ce live puisse bien se tenir. Merci à lui pour son énorme mobilisation. Et puis on vous invite à nous suivre sur LinkedIn où vous retrouverez à la fois toutes nos actualités sur nos services qui peuvent forcément vous intéresser si vous êtes un acteur de l'apprentissage, de l'éducation, de l'orientation, de la formation, où on essaye aussi de temps en temps de publier justement un retour sur les analyses et sur les rapports qui nous ont particulièrement parlé et qui d'une manière ou d'une autre orientent nos travaux. Et puis bientôt on vous proposera aussi, vous en avez eu le bandeau, un groupe pour ceux qui souhaiteraient devenir bêta-testeurs en fait sur nos services, puisque on mobilise régulièrement les entreprises, les centres de formation, les jeunes, les familles pour avoir des retours sur nos produits et les améliorer en fonction de vos besoins et de vos retours. Voilà, donc on vous remercie et on vous dit à très bientôt parce qu'on vous proposera le mois prochain un nouveau temps en ligne. Au revoir. Au revoir.